Il est 7h15. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Laure d'Autriche et les enfants d'Europe 1. Mais tout d'abord, place à votre invité Thomas Schnell. Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio sur Europe 1, spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques, créatrice de la chaîne YouTube Paix et Guerre. Alors les Européens vont arriver en force cet après-midi dans le bureau ovale, on va les nommer. Ils seront face à Trump et aux côtés de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Merz, l'Italienne Meloni, le Finlandais Stubb, de l'OTAN il y aura Mark Rutte et de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Caroline Galacteros, est-ce qu'un sursaut européen est possible? Est-ce qu'avec les Ukrainiens, ils sont prêts à dire « nous n'acceptons aucune concession et on va se battre » Est-ce qu'ils peuvent dire ça, Donald Trump, aujourd'hui? Non, je ne pense pas que ce soit vraiment à l'ordre du jour. Je pense que là, on est à une heure de vérité pour l'Europe et il va falloir, pour tous ces leaders européens, reprendre pied dans le réel, se rendre compte qu'un accord est en train d'être négocié et que ça peut se faire avec eux ou sans eux. Donc c'est plutôt comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire que aider l'Ukraine, oui, mais là il s'agirait de l'aider à mettre fin à ce conflit sanglant et sans issue. Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de s'en préoccuper, et moi je pense qu'il ne serait pas étonnant. Alors la grande question, ça va être les garanties de sécurité qui vont pouvoir être données ou pas, à quel moment, à quel endroit, par qui, dans quelles circonstances. Les Américains ont déjà été clairs, il n'y a pas d'entrée dans l'OTAN, et il n'y aura certainement pas de soldats américains en Ukraine. Voilà, quel va être le rôle des Européens dans cette affaire? Je pense que peut-être que Donald Trump a des propositions intéressantes à faire aux Européens, des incentives, comme on dit en anglais. Est-ce que cet après-midi, on va assister à une confrontation? On se rappelle bien sûr des dernières images de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale en février dernier, du fiasco que ça avait été. On a l'impression qu'après le sommet Anchorage en Alaska, Donald Trump semble prendre le parti de Vladimir Poutine. Les Européens ont tenu à avoir leur place à la table des négociations. Est-ce qu'il va y avoir un affrontement? Mais c'est-à-dire, ça n'est pas que, à mon avis, Donald Trump prenne le parti de Vladimir Poutine. C'est qu'il prend le parti de la réalité. C'est-à-dire, là, il a une attitude pragmatique. Et c'est celle, d'ailleurs, qu'il avait annoncé vouloir avoir. Il avait annoncé un cessez-le-feu. Oui, il avait annoncé un cessez-le-feu parce qu'il a été... Finalement, il accepte une conférence pour atteindre la paix. Oui, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire, il est revenu au pouvoir. Il a dit, je vais faire la paix. 24 heures, 50 jours, 500... Bon, bref, je vais faire la paix. Et puis, il a été repris en main par ce qu'on appelle l'État profond américain, y compris dans son entourage proche. Et on est donc arrivé à une espèce de plan de paix qui est le fameux plan Kellogg, porté par les Américains, qui allait contre les propositions beaucoup plus pragmatiques et lucides de son envoyé personnel Steve Witkoff. Et ce plan Kellogg est en fait totalement dans les choux, totalement inacceptable évidemment pour la Russie, et irréaliste par rapport à la réalité de la situation militaire sur le terrain. C'est ça le sujet aujourd'hui. Donc les Européens, je pense que il va sans doute leur être proposé, pas forcément devant les caméras, mais un choix. Parce que on sait que le sommet entre Poutine et Trump a été beaucoup plus large que simplement le sort de l'Ukraine. Il s'agit de reset stratégique à l'échelle mondiale sur les questions nucléaires, sur les questions d'équilibre des forces, sur les questions de coopération énergétique, sur les questions... Et là, il s'est passé... on a appris que Vladimir Poutine avait, dès la fin du sommet, signé un décret relançant un projet d'exploitation pétrolière considérable dans l'île de Sakhalin 1, qui avait été mise en panne, avec la participation, je vous le donne en mille, d'ExxonMobil. Voilà. Donc on est dans des affaires très lourdes et dans des gains et dans des deals, en fait, à l'américaine aussi. C'est ça. Donc, si on comprend, voilà, si on lit entre lignes, on voit bien que Donald Trump s'approche de la ligne russe, puisque il défend les intérêts américains. Oui. Avec Vladimir Poutine, il a envie de faire du business, oui, alors qu'il aurait les moyens militaires de mettre un terme à la guerre, s'il le décidait vraiment. Les États-Unis, première puissance militaire, on voit bien qu'ils n'ont pas fait de progrès, les Russes, depuis 3 ans. Ils pourraient très bien, s'ils intervenaient...
Alors, je ne pense pas. D'abord, vous ne pensez pas que les États-Unis, s'ils décidaient d'envoyer tous leurs moyens contre Vladimir Poutine, ils pourraient mettre un terme à la guerre? Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un décrochage technologique américain sur une certaine catégorie d'armes. Catégorie dans laquelle les Russes sont encore sans conteste supérieurs. Je parle des armes hypersoniques, ils en ont toute une gamme, tout un spectre. Ils ont donné un petit exemple il y a quelques mois avec un missile qui s'appelle l'Oreshnik, le noisetier, la noisette. Nous ne sommes pas encore capables. Les Américains ne sont pas à ce niveau-là. Alors, ça n'est pas la question de toute façon, parce que les États-Unis et la Russie sont les deux puissances nucléaires majeures de cette planète. Il ne s'agit donc pas d'entrer en contact frontal. Il n'y a que les Européens pour oublier qu'il y a un truc qui s'appelle la dissuasion nucléaire. L'arme nucléaire n'est pas une arme d'emploi. Donc on ne va pas... c'est pour ça qu'ils ont utilisé l'Ukraine. C'est pour ça que l'administration précédente, Obama, et à vrai dire depuis la fin des années 80, on ne s'affronte jamais. Donc on s'affronte par proxy. Et là, il y a eu deux proxys, pardonnez-moi, je termine juste là-dessus. Il y a eu l'Ukraine et l'Europe. Parce que l'Europe est entrée comme un seul homme, et d'une manière extrêmement servile et folle, aux ordres de l'administration précédente, et s'est lancée dans un conflit qui est évidemment contre tous ses intérêts, énergétiques, économiques, stratégiques, et c'est ce reset qui est à l'œuvre. J'ai écrit il y a quelques années un petit recueil, j'ai publié un petit recueil d'articles il y a quelques années qui s'appelait Vers un nouveau Yalta. On y est, la bascule du monde s'est faite. Donc il va falloir savoir quelle place on veut. Est-ce qu'on veut vraiment tomber dans les oubliettes stratégiques, l'Europe et la France, ou est-ce qu'on comprend qu'il faut participer à ce reset? Parlons droit international pour terminer. Est-ce qu'on peut accepter les conditions de Vladimir Poutine, à savoir abandonner Donetsk? Donald Trump cette nuit a écrit qu'il fallait que l'Ukraine abandonne l'idée d'intégrer l'OTAN, qu'elle abandonne la Crimée. Oui. Est-ce que si on reconnaît aujourd'hui, ce sera ma dernière question, la cession de l'oblast, de la région de Donetsk et de Louhansk aux Russes, est-ce qu'on reconnaît le droit de la force à préempter le droit international? Il me semble que c'est à vrai dire un peu ce qui se passe sur beaucoup de théâtres dans beaucoup de pays et depuis un certain nombre de temps, puisque nous sommes nous-mêmes, les Européens et les Américains, à l'œuvre pour détruire le droit international, au moins depuis la fin de la guerre froide. Donc aujourd'hui, on est juste face à un démenti dans les faits de nos attendus un peu fantasmés sur la toute-puissance de l'Occident. On a maintenant un pays et il y a une réalité militaire. La réalité militaire, c'est que la Russie a 99% de Louhansk en contrôle. Elle a il lui manque à peu près un quart des 3 autres oblasts, que ces 4 provinces sont dans la Constitution intégrées formellement à la Fédération de Russie. Donc je pense que les concessions territoriales dont on parle, et là aussi c'est un trick qui est en train d'être, c'est une chose trappe qui est en train d'être mise sous les pas de Trump pour dire regardez, Vladimir Poutine n'est pas d'accord avec ce que vous avez proposé, même avec ce que vous avez proposé qui allait pourtant dans son sens. Mais la question c'est, est-ce que la Russie ne va pas être prête à faire des concessions territoriales sur le reste, parce qu'elle n'avance pas que dans ces 4 régions. Elle avance à Kharkov, elle avance à Dniepropetrovsk, elle avance à Odessa, elle avance dans d'autres oblasts. Et je pense que ça va être là que ça va se jouer. Merci Caroline Garacteros d'être venue sur Europe 1 dans notre studio, spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques, créatrice de la chaîne YouTube Paix et Guerre. Merci, très bonne journée à vous.